Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, interview de quelqu'un de sympathique et de compétent qui s'appelle Moutassem Amour, mais comme j'aime bien faire les choses différemment des autres, on ne va pas présenter tout de suite Moutassem Amour. D'abord, il va nous parler de ce qu'il a à nous dire. Enfin, il va nous dire exactement ce qu'il offre. Et puis, si ça vous a intéressé, alors vous irez voir qui il est. Sachez simplement qu'il a un blog qui s'appelle pratiquerlaméditation.com, blog que je consulte régulièrement. Et le thème aujourd'hui de notre échange, c'est la méditation. Salut Moutassem, Salut Jean-Luc, j'espère que tu ne dors pas. ça va pour l'instant, je dors toujours pas. Tu n'es pas en pleine méditation, c'est parfait, tu vas donc pouvoir nous éclairer. Et je t'ai préparé 10 questions pour faire le tour de la question, justement, sur ce qu'est cette méditation, qui est un sujet très à la mode. On en dit beaucoup de choses, mais on en sait peu. Alors, la première des choses, c'est qu'en se penchant sur la définition de la méditation, on voit que c'est une action de réfléchir ou de penser profondément à un sujet ou à la réalisation de quelque chose. Et on dit par exemple, ce livre ou cette œuvre est le fruit de ces méditations. Et puis aussi, on dit que c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Et ma première question est toute simple. Est-ce que tu fais tienne ces définitions ou est-ce que tu en as une autre? Oui, non, c'est tout à fait ça. Comme tu l'as très justement noté, on a ces deux définitions. Tu as, comme tu disais, la définition classique, dans le français classique, qui est voilà, méditer sur un concept, où on va vraiment approfondir la chose à travers la réflexion. Mmh. Et donc on peut appeler ça comme, on va dire, la définition occidentale. Et après, tu as la définition qui est plus orientale du terme Mmh. méditer, la définition du terme méditer, et c'est effectivement, ça renvoie à une notion de contemplation, et c'est Mmh. plus l'action d'observer ce qui se passe en soi et ce qu'on ressent. Donc effectivement, on a ces deux notions qui sont opposées et qui définissent pourtant le même mot. Elles sont opposées, mais donc elles ont un point commun, j'imagine. Mais est-ce que dans leur efficacité, elles divergent ou pas? Alors, Ces notions. c'est une très bonne question. C'est effectivement, on peut les utiliser ensemble. Et d'ailleurs, même la méditation, d'un point de vue contemplation, observation des ressentis, peut aider la méditation d'un point de vue réflexion. Et donc, on peut, par exemple, prendre le temps de se recentrer sur soi, donc de prendre 5 minutes pour se concentrer sur sa respiration, faire une petite séance de méditation, et après poser une question sur un projet que l'on a, sur des décisions qu'on doit prendre. Et effectivement, ça peut nous donner plus de clarté et une perspective nouvelle du sujet sur lequel on est en train de réfléchir. Et quand on dit qu'on se pose une question, est-ce qu'on trouve les réponses? Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que là, parfois on pose la question, Ouais. et la réponse ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire que l'idée, c'est de poser la question et d'écouter. Parce que la plupart du temps, on a tendance à reposer la même question. Je suis coincé dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Ça m'embête d'être coincé. Comment je vais m'en sortir? Si je fais ça, ça va bloquer. On a tendance à ressasser sans cesse la même question, la même situation. Ce qui peut être intéressant, c'est de poser la question et d'écouter, tout simplement. Parfois, la réponse peut venir sous la forme d'une intuition, parfois c'est une réponse un peu plus claire, et d'autres fois, c'est quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, on a des idées qui surgissent, qui vont venir répondre à la situation dans laquelle on est et à la question qu'on a pu poser. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça le soir en s'endormant? Ils ont une question à poser, alors ils disent que c'est l'univers, entre guillemets, qui va répondre à leurs questions. On se rapproche un peu de ça alors? Oui, c'est comme les chercheurs aussi. Souvent, on te dit que les chercheurs, les mathématiciens, les physiciens, ils réfléchissent sur un problème, ils creusent intellectuellement, ils essaient voilà, de voir tous les paramètres, Hmm. ils mettent ça de côté, ils vont Ils vont dormir, boire un ils vont verre. boire un verre, ils font autre chose, et pop, Eux, et la réponse surgit à un moment, voilà, comme venu de nulle disons, part. c'est un petit côté magique là, hein. Et disons que ça donne accès à quelque chose par lequel on va pas avoir accès seulement à travers l'intellect. D'accord. Voilà, on voit les limites de l'intellect et c'est intéressant de voir cet angle un peu différemment. Alors sur cette question de la méditation, je crois qu'il y a beaucoup de croyances et il y en a une qui est assez répandue, me semble-t-il. C'est qu'on a l'impression qu'il faut être moine tibétain pour pouvoir méditer, ou qu'il faut être complètement zen ou habiter au fin fond du Népal pour méditer. Est-ce que tu fais, là encore, est-ce que tu soutiens cette croyance ou est-ce qu'au contraire, on peut méditer à Juvisy-sur-Orge?
Alors, tu sais, moi, la première fois que j'ai été exposé à la méditation, j'avais 19 ans. Mhm. J'habitais à l'époque à Paris. J'ai eu l'appel d'un cousin que je voyais que très rarement, parce que c'était un cousin éloigné qui habitait à l'étranger. Et il Ouais. me dit, écoute, je suis à Paris, ça serait sympa qu'on puisse se voir. Je l'ai rencontré et c'est à peine si je l'ai reconnu. Il avait une barbe, il était émincé. Et je lui dis, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu racontes de beau. Et il me dit, bah, je reviens du Népal et j'ai fait une retraite là-bas. J'ai fait une retraite et pendant plusieurs semaines, euh, on se levait à 4 heures du matin, on mangeait que des légumes, on se parlait pas, on se regardait pas dans les yeux et on méditait, on s'asseyait sans rien faire. Ça donne envie, hein. Ouais. Ça donne envie, hein. Oui, ça fait rêver. Donc moi, à 19 ans, je suis là, c'est intéressant. Ça? Voilà. J'avais pas vraiment de référence par rapport à ça. Mhm. Ça me semblait quelque chose d'étrange, mais malgré tout, il y a quand même une partie dans ce concept qui m'a intrigué, où je me suis dit, ça peut faire du bien. Mhm. Après, c'est que des années plus tard que j'ai redécouvert la méditation. Et, et bien sûr, on peut méditer sans aller dans un monastère dans le Népal ou dans les Himalayas. Et on peut l'appliquer à notre quotidien, donc prendre 10-15 minutes chaque jour pour avoir une pratique régulière sans s'isoler ou s'extraire du monde. Et comment expliques-tu qu'on ait en Occident vraiment besoin d'aller chercher ce genre de pratiques entre guillemets qui sont dites orientales, ou est-ce qu'on ait besoin d'aller chercher la médecine chinoise, ou est-ce qu'il y a un manque chez nous? Est-ce qu'on est superficiel, on n'est pas assez profond pour avoir tout ce qu'il nous faut? Pourquoi est-ce qu'on va toujours chercher ailleurs ce Oui, qui nous manque peut-être? c'est vrai que ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est l'aspect exotique? Est-ce que c'est l'ésotérisme? Est-ce que c'est la solution à peu près presque magique? Parce que c'est vrai que moins on en sait, plus on va s'imaginer que si on va dans cette direction, Ça? ça va répondre à nos besoins, ça va répondre à tous nos problèmes. Après, c'est vrai que dès qu'on fait la démarche et d'aller là-bas ou de faire ces explorations, on se rend compte qu'il y a de la difficulté, il y a des aspects qu'on va pas aimer. Mhm. Dormir par terre, ça va pas plaire à tout le monde. Manger, se lever tôt le matin, ça va pas plaire à tout le monde. Donc c'est plus, je pense, à une illusion de ce que ça peut, de la perception que les gens peuvent en avoir qui va leur donner envie voilà, qui va les attirer vers cette direction sans Mhm. forcément savoir en quoi ça consiste. Donc je pense que ça c'est l'un des attraits de ces visions orientales du bien-être et de la santé. Après, je pense aussi que ça a beaucoup à offrir. C'est vrai que c'est souvent des Ouais. pratiques qui sont millénaires, qui sont ouais, qui sont construits sur un certain pragmatisme, sur les résultats, et ça a survécu le test du temps. Et si aujourd'hui c'est parvenu jusqu'en Occident, c'est que ça a aussi peut-être quelque chose à nous offrir. Sans doute, en sachant peut-être aussi que toute pratique a ses limites et que malgré tout, eux-mêmes, je pense au Tibet notamment, lorsqu'il y avait des manifestations de Tibétains qui perdaient leur calme alors qu'ils sont censés le conserver face aux Chinois, il y avait eu il y a quelques années de gros affrontements, et je me disais que quand même, ça montrait bien qu'il n'y avait sur Terre aucune pratique qui puisse permettre 100% d'efficacité. Et c'est peut-être le mystère de la vie. Et ça, c'est simplement génial. Bon, mais ça nous entraîne plus loin que la méditation. Alors revenons sur la méditation. Il y a déjà beaucoup à dire. Question. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, est-ce que, Moutassem, on peut méditer sans le savoir? Là aussi, c'est une très bonne observation. Je reviendrai en deuxième semaine. Alors, par exemple, tu vas en voyage, tu Hmm. vas pour porter un sac lourd. Donc, voilà, t'as ta valise, tu vas le mettre dans la voiture, tu prends ta valise, tu la prends bien en main, on serre bien la valise, on fait un effort pour la porter, on va sentir la contracture de certains muscles, il va peut-être y avoir des points douloureux dans le dos, la respiration va s'adapter à l'effort, et la personne va être totalement présente à ce qu'elle fait. Donc, en quelque sorte, à chaque fois qu'on est pleinement présent à ce que l'on fait, Hmm. c'est une sorte de méditation. Donc la méditation, c'est tout simplement être attentif à ce qui se passe en soi. Donc ça soit les ressentis, donc la respiration, les mouvements, la posture. Et cela, donc on peut le faire d'une façon active et on peut également le faire d'une façon immobile. Donc souvent on parle de méditation, on s'imagine une personne assise en tailleur, immobile. Alors pourquoi c'est souvent associé à la méditation? Parce que c'est plus difficile d'apprendre à faire du vélo sur un terrain qu'à bosser. Donc pour apprendre à faire du vélo, tu le fais sur un beau terrain plat. Donc là c'est pareil, ce qu'on veut pour réapprendre à ramener l'attention vers soi, c'est être dans un cadre où on va être peu stimulé.
Donc c'est comme si voilà, je te demande d'écrire un article ou de répondre à une question et qu'en même temps il y a la télé qui est allumée, qu'il y a ton enfant, si la personne a un enfant qui lui pose une question. Si la personne est sans cesse sollicitée, elle va avoir beaucoup plus de mal à ramener son attention vers elle. Donc c'est pour ça que souvent la méditation, ça se fait d'une manière au calme, donc on va essayer de trouver un cadre où on va avoir peu de sollicitations, et d'une manière immobile pour éviter de dissiper de s'éparpiller à travers le mouvement et de rester là pleinement présent avec ses ressentis. Donc, méditer à la gare de Lyon un jour de départ en vacances, c'est peut-être pas le top. C'est peut-être pas l'idéal pour commencer. Après, D'accord. si quelqu'un est, Niveau, voilà, si tu as l'habitude de méditer, tu peux prendre deux trois respirations pour te recentrer et gérer le retard du train. Mais sinon, c'est vrai que pour commencer, mieux vaut commencer dans un cadre beaucoup plus calme. alors, tu vois, en t'écoutant, je trouve ça passionnant parce que je suis en train de me rendre compte que je donne un exercice aux gens que j'accompagne, mais je ne savais pas que c'était de la méditation. Tu vas me dire si ça en est ou pas. C'est un exercice extrêmement simple, extrêmement difficile. Il s'agit de regarder, de fixer un objet sans laisser filtrer la moindre pensée. C'est-à-dire juste regarder comme regarderait un enfant, tu sais. Un enfant ne te juge pas au départ, quand il est petit. Après, il juge. Mais quand il est petit, il ne te juge pas. Il te regarde, simplement, il te regarde. Il découvre avec ses grands yeux. Est-ce qu'en regardant un objet comme ça, et le but de cet exercice, c'est d'apprendre à ne rien faire pendant, pas 4 heures, mais pendant quelques minutes. Est-ce que ça s'assimile, selon toi, Moutassem, à de la méditation ou pas? Oui, tout à fait. Tu peux regarder effectivement un objet, tu peux regarder une fleur, une flamme. Donc tout à fait, c'est une pratique de la méditation. Alors cela dit, regarder un objet immobile et garder son attention dessus, c'est extrêmement difficile Ouais. parce que notre attention, elle a tellement tendance à partir dans tous les sens, donc à se focaliser sur les stimulus extérieurs, mais surtout au niveau des pensées Ouais. qui viennent et qui vont, c'est par rapport au futur, par rapport au passé. Donc c'est vrai que c'est pourquoi aussi, souvent en méditation, on commence par se focaliser sur quelque chose de répétitif. D'accord. C'est pour ça qu'on va se concentrer plus facilement sur la respiration. Comme ça, l'attention, elle reste vigilante. Donc, par exemple, ressentir le mouvement de l'air qui glisse dans les narines et qui ressort. Il y a ce mouvement continu, donc la respiration est toujours là. Donc, tu as toujours un motif pour te concentrer. Mais c'est quelque chose qui est constamment en mouvement et qui est donc beaucoup plus facile à regarder. Donc, pour reprendre l'exemple de l'objet qu'ils peuvent fixer, par exemple, tu peux leur dire, voilà, fixer cet objet, imaginez qu'il ait une couleur, qu'il ait la couleur rouge. Maintenant, imaginez-vous, vous prenez un pinceau et que vous le peignez en bleu, et ensuite un autre pinceau et vous le peignez en violet. Après, faites un peu tourner cet objet. Donc, l'attention va être plus facilement focalisée dessus. Il ne va pas y avoir de pensées qui vont venir, mais l'attention va être focalisée sur quelque chose qui est là, mais néanmoins qui évolue, car sinon c'est très difficile de rester concentré sur un objet immobile. Sauf qu'on risque de se mélanger les pinceaux, hein, dans l'exemple que tu as pris. Le, Non, parce que si la j'avais un respect, pinceau. Non, laisse tomber. J'aime bien, bon, bref, ouais, j'aime bien blaguer. Oui, je t'écoute. Vas-y. Ouh, c'est bien, je viens de comprendre. Petit ton de retard. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, vas-y, continue. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, donc effectivement, ton exercice, c'est un exercice de méditation. Oui, Ouais, tout à et fait. en plus, c'est très difficile. Et quand je dis aux gens de le faire 2 minutes, je sais très bien qu'ils n'y arriveront pas au-delà de 30 ou 40 secondes. Mais ceux qui arrivent au bout de 30 ou 40 secondes en retirent un vrai bienfait, à condition de le répéter de temps en temps. Et c'est un vrai exercice. On a l'impression de se retirer du monde en quelques secondes. Bon, revenons à autre chose. J'ai une question très simple. À quel problème majeur, quel problème essentiel répond la méditation? C'est-à-dire, quand tu vois tous les gens que tu accompagnes de ce point de vue, quel est le type de problème qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils veulent régler le plus souvent, ces gens-là? S'il y a des problèmes que l'on peut catégoriser, je ne sais pas. Oui, alors disons qu'il y a deux façons d'aborder ta question. Alors la méditation, c'est pour qui? On peut poser la question de cette façon. À qui la méditation peut-elle être bénéfique? Et donc à cette question, la méditation peut faire du bien à tout le monde. C'est un peu comme bien manger, comme manger sainement, comme faire une activité physique, Ouais, apprendre ouais. à concentrer son attention sur ses ressentis. Ça fait du bien à tout le monde. Par contre, tout le monde n'est pas disposé aujourd'hui à méditer. Donc la question qu'on peut poser aussi, ou pour poser autrement la question, c'est
comment savoir si la méditation est faite pour nous aujourd'hui? Comment savoir si je peux bénéficier aujourd'hui de la méditation? Donc là, la réponse, elle va être un peu plus nuancée, mais néanmoins il y a des dynamiques dans lesquelles la personne va se trouver qui peuvent indiquer qu'elle va certainement bénéficier de la méditation. Alors, quelles sont ces dynamiques? C'est que, d'une part, tout d'abord, cette personne, elle est arrivée à un point où elle a conscience que son bien-être, la qualité de sa vie, est principalement déterminée par ses actions, par sa perception des choses. Donc, elle est arrivée à cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle n'est pas forcément mise en action, mais au fond d'elle-même, elle sait que voilà, ma vie aujourd'hui, c'est en grande partie moi qui peux la changer, qui peut l'améliorer. Ça, c'est la première prise de conscience. Le second point, c'est que le concept de méditation, ou le fait de méditer, c'est quelque chose qui, intuitivement, elle se dit, ça peut me faire du bien. Donc je repense à un ami qui avait jamais médité. Il me dit, voilà, j'ai envie de commencer parce que ça semble logique. Donc la personne a déjà intégré ce fait que la méditation peut lui faire du bien. Et le troisième point qui indique qu'une personne est prête à méditer, c'est qu'elle réalise que les solutions du passé ne semblent plus marcher aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui lui faisait du bien auparavant, eh bien aujourd'hui, ça ne répond plus à un besoin plus essentiel. Donc il y a comme une espèce d'insatisfaction, et elle recherche quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Donc en général, lorsqu'une personne réunit ces trois éléments, là tu sais qu'elle risque de profiter de la méditation et surtout de méditer régulièrement, parce que c'est ça qui va amener le plus de résultats. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que les gens qui sont en demande et qui vont venir méditer souffrent, entre guillemets, plus d'un manque de confiance en soi ou plus d'un autre symptôme de ce type-là. Je veux dire, il n'y a pas de catégorie de problèmes qui sont de gens qui souffrent de certains problèmes et qui se décident d'aller méditer comme tu viens d'expliquer. Oui, il y a pas, oui, c'est vrai que tu as des tendances. C'est vrai que là, à travers le blog ou à travers les différentes études qui ont été faites, voilà. il y a trois dynamiques. Il y a les gens qui sont stressés, avec un sentiment ils se sentent bloqués. Ils se sentent bloqués et ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et même cette sensation de stress, souvent, elle devient physique. C'est-à-dire, ils sentent une oppression, leur respiration est affectée, ils se sentent étouffés et bloqués dans tous les aspects de leur vie. Donc, un gros stress. Et ils ont l'impression qu'à travers la méditation, ils vont pouvoir un peu se libérer de cette oppression causée par le stress. Ça, effectivement, c'est une grande partie des personnes qui sont attirées par la méditation. Deuxième catégorie, c'est les personnes qui manifestent un manque de confiance et surtout dans l'incapacité de s'exprimer. Incapacité d'exprimer ce qui est important pour eux. Donc, ils ont une espèce de... Ils savent ils ont conscience de leurs valeurs, mais ils n'arrivent pas à les mettre en avant. Ils sont En public ou pas seulement en public? Surtout en public, mais parfois aussi dans le domaine amoureux. Donc c'est une difficulté à mettre en avant qui on est. Donc là aussi, ces personnes-là se disent, tiens, la méditation va peut-être me permettre de mieux me connaître et d'accepter qui je suis et d'accepter de l'exprimer plus librement. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie sont les personnes qui sont sensibles à des mots comme sérénité, trouver la paix en soi, vivre au moment présent. Donc c'est plus l'aspect, on peut presque dire spirituel de la méditation qui les attire, et ils veulent une pratique concrète à associer avec leur aspiration, leur philosophie de la vie. Donc voilà, c'est ces trois dynamiques qui sont souvent présentes. Trois grandes tendances finalement. Et on retrouve toujours les mêmes marronniers, le stress est vraiment le mal du siècle. Quand je parle un tout petit peu, parce que c'est pas ma spécialité, moi, la méditation, mais quand je en parle un peu sur Moralotop, il y a toujours des gens qui me posent la même question. Combien de temps faut-il pour avoir des résultats? Ok. Alors, un grand merci à John Kabat-Zinn qui nous a aidé qui a aidé à répondre à cette question, parce que et qui est encore vivant, c'est un professeur en biologie qui, dans les années 70, il
lui-même c'était un méditant depuis de longues années, et il a voulu faire partager les bienfaits de la méditation avec ses patients dans un cadre hospitalier. Donc étant lui-même médecin, son père aussi est un médecin et chercheur, il a tout de suite voulu trouver un cadre structuré de la méditation et le proposer dans un cadre qu'on peut reproduire. Donc il a fait un programme qu'on appelle la réduction du stress basé sur la pleine conscience, et c'est un programme qui se passe sur 8 semaines où les gens apprennent à méditer, apprennent des postures de yoga. Et l'avantage de ce programme, c'est qu'il a ensuite il a été reproduit. Et depuis ce temps-là, il y a plus de 400 études qui ont été faites sur les bienfaits de la méditation. Donc on sait aujourd'hui qu'en 4 à 8 semaines, la personne va avoir des changements au niveau de sa physiologie, donc au niveau du système immunitaire, au niveau du fonctionnement de son cerveau. Elle va avoir des changements dans sa perception de stress, dans ses rapports avec les autres, dans la qualité et globalement dans la qualité de ses vies. Donc ça va relativement vite. Quand tu dis 4 à 8 semaines, ça veut dire à condition de méditer un petit peu tous les jours, j'imagine? Oui, c'est une pratique habituellement qui se met en place avec un programme quotidien, et 10-15 minutes par jour suffisent à avoir des résultats assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que dès que la personne va faire l'expérience du moment présent, oui. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se reconnecter à ce moment présent, ça va s'inscrire en elle. C'est-à-dire sa conscience, son cerveau, son corps va savoir à quoi ressemble cet état d'être où on est totalement présent, les pensées sont mises en pause et on est juste là. Donc une fois qu'elle reconnaît cet élément, elle va pouvoir le revivre régulièrement. Et ça va être beaucoup plus facile de méditer, beaucoup plus motivant de méditer. Et c'est là où on va avoir des résultats. Donc c'est pour ça que ça va relativement vite. Et quelqu'un qui aurait inscrit dans ses habitudes de vie la pratique de la méditation, doit-il à un moment faire un break? Comment dire? Est-ce qu'il doit méditer sur la méditation? Est-ce qu'à un moment, il doit se dire, voilà, cette pratique m'aide indiscutablement, je vais mieux, tu viens le décrire. Stop, je fais un break pour prendre du recul sur mon art de la méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas? Alors, comme on a dit, la méditation, c'est apprendre à vivre en pleine conscience. Après, c'est vrai, une fois que tu développes ça, tu le vis au quotidien. Donc, si par exemple une personne c'est un artiste ou un artisan, et que lorsqu'il fait son travail, il est totalement présent avec ce qu'il fait, donc à travers ses sens, à travers son écoute, à travers le toucher, c'est totalement une forme de méditation. Et peut-être que cette personne, dans ce cas-là, va se dire, mes méditations assises, donc de ces 10-15 minutes, pour l'instant, je peux m'en passer. Donc effectivement, la personne peut décider d'arrêter quelque temps, elle peut décider d'y revenir plus tard. Il y a plus vraiment de notion de contrainte. Si au début, il y a quand même une certaine discipline, on va dire, pour mettre ça en place et commencer à ressentir les bienfaits. Après, c'est plus un ressenti. C'est comme un besoin de se reposer, on va se reposer. On va pas se dire je vais arrêter de me reposer pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, si j'ai besoin l'envie de méditer, elle est là, la personne va méditer. Donc, c'est quelque chose de très flexible, et on peut avoir des périodes où on va arrêter, des périodes où on va reprendre la pratique. J'ai pas mal de lecteurs qui me disent, moi, j'ai souvent commencé, c'est un peu comme s'arrêter de fumer, tu vois, on a arrêté 10 fois. Et j'ai commencé à méditer, et puis après, stop, parce que le quotidien, enfin, tu sais, la vie qui coule, la vie qui roule, et bien, j'ai arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Quel serait ton conseil pour franchir ce qui semble être un obstacle, c'est-à-dire cette espèce de première étape dans laquelle on obtient vraiment un résultat? Quel serait ton conseil pour tenir le coup, un peu comme un gars qui veut arrêter de fumer et qui doit tenir les 10-15 premiers jours? Oui, alors je peux te donner mon exemple. Moi, Ouais. donc comme je t'ai dit, la méditation, le premier contact, j'étais jeune, donc à 19 ans, avec cette histoire de mon cousin qui était au Népal, ça a été la première exposition. Ensuite, ça a été à travers mon travail. Donc moi, je suis chiropraticien de formation, et en travaillant avec des patients, j'ai très vite réalisé que les personnes qui manifestaient le plus d'amélioration, donc au niveau de leurs symptômes physiques, mais aussi au niveau de leur bien-être général, étaient les personnes qui, à un moment donné, apprenaient à faire le calme en elles, apprenaient à revenir vers leurs sensations. Donc ça m'a motivé à apprendre des méthodes pour apprendre aux gens à revenir vers leur corps. Donc ça a des méthodes de respiration, on va allier
le toucher, avec la respiration, le mouvement. Donc tout ça, c'est des formes de méditation. Donc c'est des moyens de ramener l'attention vers le ressenti. Donc moi, automatiquement, je l'ai pratiqué. Ensuite, j'ai été vers le yoga, et à partir du yoga, vers la méditation plus traditionnelle. Et ça, tout ça, c'est sur une période de 10 ans. Et pendant 10 ans, je savais, j'avais ressenti les bienfaits de la méditation, et pourtant, je méditais pas régulièrement. Il se passait parfois plusieurs mois, même des années, sans que je médite. Donc ça, je le savais, j'avais ressenti que ça me faisait du bien, je continuais, j'allais méditer, j'arrêtais, je méditais, j'arrêtais. Et le moment où j'ai commencé à méditer régulièrement, je m'en souviens parce que ça a été vraiment quelque chose dans un contexte assez, qui a été assez marquant pour moi. À l'époque, j'étais au Liban. J'avais ouvert un cabinet là-bas, j'avais décidé d'ouvrir un cabinet de chiropractique là-bas parce que c'était une profession qui était très peu représentée dans ce pays. Et donc j'ai ouvert un cabinet là-bas et je suis arrivé quelques mois après. Toute la situation du pays était devenue compliquée d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Donc le travail en a souffert. La vie était relativement stressante. Donc je me posais 1000 questions, je ne savais pas si je devais rester, si je devais repartir. D'un point de vue personnel, j'étais dans une relation avec une amie assez compliquée, qui aussi me causait pas mal de stress. La relation était compliquée ou l'ami? Les deux, et moi aussi certainement. Et donc du coup j'étais dans cette espèce de dynamique de stress où j'essayais de trouver une solution, j'arrivais pas. J'étais là, qu'est-ce que je fais, comment je fais ça? Et je sentais que j'arrivais à saturation. Et dans l'immeuble où j'étais, c'était l'avantage de cet immeuble par rapport aux autres immeubles, aux autres quartiers, on va dire, de Beyrouth. Parce que les gens ne savent pas forcément, mais c'est très urbain. Tu as beaucoup d'immeubles de 10, 15 étages à travers la ville. Très peu d'espace vert, très peu d'espace, tout simplement. Et devant mon immeuble, il y avait un terrain, c'était une ancienne école. Et le terrain n'était pas encore construit. Donc c'était assez rare. Il y avait des arbres, donc c'était assez agréable. Et dans cet immeuble, il y avait régulièrement des coupures d'électricité, comme ça arrive dans cette ville. Et le soir venu, pouf, l'électricité se coupe. Plus d'ordinateur, pas assez de lumière pour travailler. Donc je me suis posé sur ma chaise, face à la vitre. Je voyais un peu les arbres en bas, les immeubles sur les côtés. Et j'ai simplement pris le temps de respirer et de revenir vers moi. Et au bout de 10-15 minutes, je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point ça fait du bien. Et j'ai réalisé que ça faisait plusieurs semaines, même plusieurs mois, où j'étais complètement déconnecté. J'étais tellement pris dans mon travail, tellement pris dans le stress et dans le mouvement, que j'étais déconnecté, j'étais mal, même ma santé, j'avais pas la pêche. Et le fait de prendre ce temps pour revenir vers moi, ça m'a montré à quel point ça faisait du bien. Et c'est là où j'ai réalisé aussi, en repensant au passé, qu'à chaque fois que j'ai traversé des périodes de stress ou de doute ou de soucis, c'était seulement lorsque je décidais d'arrêter de chercher une solution et de revenir vers moi que, d'une part, je me sentais mieux, même si rien autour ne changeait, mais moi je me sentais mieux, et d'autre part, petit à petit, ça se décantait, les solutions arrivaient, et hop, on sortait du problème. Donc, quand j'ai réalisé ça à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi attendre? Pourquoi accumuler le stress? Pourquoi tu ne méditerais pas régulièrement? Et je le savais, et en plus j'avais tous ces outils, à travers ma pratique clinique, à travers donc différents stages que j'avais fait, à travers le yoga que j'avais pratiqué pendant des années, je savais quoi faire. C'est pas des choses qui demandent du temps, mais c'est juste quelque chose qui nécessite de le faire régulièrement. Et depuis ce moment-là, donc là ça fait plusieurs années, c'est une habitude qui s'est installée et maintenant c'est une méditation régulière que je fais tous les jours. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de persévérer? Ça, je ne saurais pas te dire. Ça, je pense que c'est un parcours de vie. Le contentement. Tu as dû te sentir bien. En tout cas, tu t'es senti mieux. Et donc, inconsciemment, tu t'es dit, bah, je continue. Parce qu'on va là où on est bien. Oui, et disons que ça s'est intégré suffisamment profondément. Parce que ce contentement, j'avais vécu par bride, ça et là, dans le passé. Mais là, ça a dû aller suffisamment profondément pour m'amener à intégrer cette pratique et à décider de la faire régulièrement. Donc, pour les personnes qui t'ont posé cette question, continuez à vouloir aller mieux, à vouloir mettre en place les actions, et quand ça doit venir, ça viendra.
il- Quand ça vient, ça vient. voilà, disons que il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de formule, c'est Oui, bien chacun, sûr. voilà, chacun son parcours de vie. Et voilà, je pense que l'élément essentiel, c'est de continuellement vouloir avancer et avancer dans son chemin et être de plus en plus authentique avec ses valeurs, avec ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est nourrir cela éventuellement ça viendra. Tu sais faire partager ton enthousiasme. Alors, il me vient des questions comme ça que je n'avais pas prévues, mais j'ai l'impression, je me demande à t'écouter si la méditation, c'est le lâcher-prise, si le lâcher-prise, c'est une partie de la méditation, si la méditation, c'est une partie du lâcher-prise. Et puis, j'ai envie de conclure, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est d'être bien. Exactement. Finalement. Il n'y a pas de cases, de règles, de machin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'aller mieux, c'est Oui. d'aller bien. Et si on va mieux par la méditation, et apparemment, tous les gens qui ont testé ça de manière un peu sérieuse sont des gens qui vont mieux, il faut quand même le dire, ben c'est malgré tout, peu importe le pourquoi du comment, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et à ce sujet, j'ai une dernière question technique, après on parlera un peu de ce que tu proposes. On parle de méditation de pleine conscience. Est-ce que tu peux en quelques mots simples dire pour les gens qui nous suivent ce qu'est la pleine conscience et comment ça peut. Pourquoi est-ce qu'on dit méditation de pleine conscience? Parce qu'il y a une méditation de demi-conscience? Oui, ta question est juste et on devrait presque pas dire méditation de pleine conscience car toutes les méditations sont de pleine conscience. D'accord, bon, ok. Voilà, donc la pleine conscience, c'est une conscience qui est pleinement présente, D'accord. qui observe ce qui est là. Donc, donc après, c'est vrai que la méditation de pleine conscience, maintenant, c'est, c'est plus utilisé comme une forme de méditation, euh, euh, on va dire libre ou sans contexte philosophique, Mhm, euh, sans tradition. On va dire, mhm. c'est l'aspect le plus simple, le plus libre d'artifice de la méditation. Souvent, lorsqu'on parle de Plus pleine conscience. nature, quoi, le plus Oui, nature. voilà, le plus nature, le plus Ouais. essentiel de la méditation. Après, toutes les formes de méditation, que ce soit faire des asanas, des postures de yoga, faire du qigong, faire un vipassana, donc différentes formes de traditions qui vont canaliser l'attention, c'est des méditations de pleine conscience. Tu me donnes envie de méditer. Ah Je bah vais méditer sur tout ça. c'est l'objectif, Parle-nous, ça. parle-nous de ce que tu proposes, parce que tu as proposé, justement, tu as mis au point une formation. Là, avant toute chose, je voudrais que tu nous dises, en toute transparence, en toute honnêteté, parce qu'on est comme ça chez nous, qu'est-ce qui fait que ce que tu proposes, toi, comme formation, se démarque des autres, est meilleur que les autres, ou apporte un plus, sans vouloir juger, voilà. Qu'est-ce qui fait, quelle est ton originalité, qu'est-ce qui fait que il faut vraiment te suivre dans ta formation sur la méditation? Oui. Alors, merci pour ta question et c'est une Je très tu sens, voilà, c'est bien, une bien bonne semé. question et surtout c'est une question très légitime. Bien Donc, sûr. je pense que lorsque donc j'ai commencé par créer le blog sur la méditation, voilà, pour partager on va dire mon enthousiasme et, et donner envie aux gens d'explorer cette pratique. Ouais. Donc, ça a été on va dire un premier aspect. Et après, je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant de les amener à vivre l'expérience. Donc, quand j'ai voulu travailler sur cette formation que je propose désormais, ce qui a été très important pour moi, c'est que les gens l'utilisent, tout simplement. Parce que très souvent, donc ça, tu l'as certainement expérimenté, tes lecteurs, mes lecteurs, moi-même, on va lire un livre, on va lire la moitié, on va pas forcément l'appliquer, on va peut-être acheter un DVD, suivre une conférence. Euh, tout ça c'est bien, ça donne des informations, ça motive, ça inspire, on se dit c'est super, ça va me faire du bien, mais s'il n'y a pas de mise en action, on passe à côté de l'expérience et c'est très dommage. Donc en mettant en place cette formation et en travaillant avec les personnes qui ont suivi cette formation, donc en leur demandant leur feedback, mon focus, mon objectif, c'était de leur donner envie de l'utiliser et qu'ils l'utilisent voilà, tout au long du programme. Donc faire quelque chose de pas trop long, quelque chose de simple, que tout le monde peut appliquer. Mhm. Donc ça a été, on va dire, la motivation, mon objectif en créant cela. Ensuite, on peut dire qui me différencie ou pas vrai, ou disons ce qui moi m'a motivé à méditer et m'aide à continuer à méditer, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est de donner un contexte à la méditation, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi la méditation marche.
comment ça fonctionne, en quoi ça fait du bien. Parce que le mental, l'intellect, il est extrêmement puissant, il est extrêmement actif. Et dire à l'intellect, voilà, tu vas te poser pendant 10-15 minutes et tu vas juste observer ta respiration, alors qu'il y a 36 000 trucs à faire, ça va être difficile de le motiver. Donc donner un contexte détaillé pour que cet intellect intègre que la méditation va lui faire du bien, je pense que c'est essentiel, c'est fondamental. Et c'est aussi fondamental de communiquer selon ce qui est important pour les gens. Donc c'est pour ça que dans les vidéos que je propose, je leur explique comment la méditation aide à gérer le stress, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, je donne des exemples concrets, ça aide à reprendre confiance en soi, ça aide à être plus facilement dans le présent. Donc donner ce contexte pour motiver l'intellect à méditer. Et c'est vrai que ça aussi parfois on me dit ouais mais la méditation, on nous dit souvent qu'il ne faut rien attendre de la méditation. Et souvent tu as des auteurs ou des enseignants qui disent la méditation se suffit à elle-même et il ne faut rien en attendre. Et c'est vrai que quand tu médites, tu ne dis pas bon je vais méditer et, et ça va me rendre plus créatif, je vais mieux assurer dans le travail, je vais mieux communiquer. Donc c'est vrai que quand on médite, on est là pour observer et non pas pour essayer de modeler les choses ou pour agir. Mais pour commencer à méditer, il faut qu'il y ait une motivation. Donc voilà, le contexte est important et je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Et souvent le retour des gens, c'est voilà, merci de nous avoir donné envie et de nous avoir inspiré et motivé à continuer à pratiquer. Deuxième point essentiel et important pour moi, qui m'a fait méditer régulièrement et qui aide les gens à méditer régulièrement, c'est de leur amener à vivre l'expérience. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré mon expérience en cabinet, donc ayant travaillé avec des milliers de personnes pendant plus de 10 ans, il y a des méthodes, donc des exercices, vraiment des exercices physiques, des exercices de respiration, que j'ai intégrés avec l'enseignement plus classique de la méditation. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'à travers des personnes qui ont un mental très actif, des personnes qui sont très stressées ou des personnes qui sont dépressives et peu motivées, ça va être beaucoup plus facile par exemple de les amener à se focaliser sur leur corps à travers le mouvement et le toucher que simplement d'être là, posé, à compter leur respiration. Donc c'est là où je propose quelque chose d'évolutif qui va amener vite une expérience de lâcher prise, de bien-être, de détente. Et ça va motiver la personne à continuer le programme et ensuite à continuer à méditer. Et comme je leur dis, c'est voilà, moi je vais vous donner tout un panier d'outils avec différents exercices. Et après, ceux qui vous font du bien, vous pourrez le reproduire à volonté. D'un regard extérieur, je pense comme ça en t'écoutant que en fait ce que tu mets là-dedans, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est des milliers de clients, enfin de patients plutôt. Et que ça, c'est déjà une différence par rapport à d'autres, on va dire. Et que quand quelqu'un parle de ce qu'il a connu, et qui généralement il est mieux placé pour en parler que quelqu'un qui ne fait que reproduire des concepts. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que j'ai l'impression que si je t'arrête pas, ce soir tu nous dis encore dans 10 heures, l'interview continue et tu nous diras encore pourquoi c'est bon de méditer. Alors je crois que on va poursuivre et tu nous dis en quelques mots comment s'articule ta formation, comment ça se compose en quelques mots pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit rapidement, quoi. Voilà. Oui, alors c'est une formation en ligne, donc Ouais. les gens qui le désirent, ils peuvent, et je pense que tu pourras mettre un lien peut-être sous la vidéo, comme ça ils peuvent Sûr. cliquer sur ce lien. J'écrirai même un article, hein. Je vais mettre ça en musique. On va écrire un article parce que ça vaut le coup. D'accord, super. Et donc, une fois qu'ils s'inscrivent, ils vont avoir les informations concernant ce programme, beaucoup plus en détail, comme ça ils verront en quoi ça consiste. C'est un programme qui se déroule sur 3 semaines d'initiation à la méditation. Après, il y a une semaine de plus qui est méditation et confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes et que je trouve qu'il y a un domaine assez passionnant aussi. Donc ça se passe globalement sur 4 semaines et chaque jour ils vont avoir accès à un exercice. Alors ce qui est sympa sur internet, c'est qu'il y a une interaction, ils peuvent me poser des questions, ils peuvent communiquer avec les autres participants au programme, ils peuvent également bénéficier des mises à jour, des nouveautés qui se mettent régulièrement en place. Et ça commence le lundi et ça se déroule sur ces 4 semaines. Quand tu dis chaque jour, ils ont accès à des infos, c'est-à-dire qu'ils vont les chercher ou elles arrivent dans leur boîte Ils mail. reçoivent un email Et ils reçoivent un email chaque jour. et l'email va les envoyer vers un site membre
vers lequel ils vont avoir accès. Et dans ce site membre, ils vont avoir les exercices organisés par journée, chaque jour. D'accord, donc tu peux le faire éventuellement le week-end si t'es pas là la semaine, si tu as du temps, pas Bien le temps sûr. dans la semaine, tu peux le faire le week-end, tu rattrapes les exercices de la semaine, c'est Oui, possible. oui, tout à fait. C'est vrai que là, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Donc en général, il faut 20-30 minutes par jour. Alors, voilà, certaines personnes ne peuvent pas le faire. Donc ils vont Bien condenser sûr. ça sur 3-4 jours les week-ends. Certaines personnes vont le faire, au lieu de le faire sur 4 semaines, vont le faire sur 8 semaines. Les gens peuvent y revenir autant de fois qu'ils le désirent. Donc c'est très flexible. Voilà, l'idée, c'est qu'on ait un groupe à faire le programme et que je suis là pour répondre à leurs besoins si nécessaire, à leurs D'accord. questions si nécessaire. Et je suis sûr que tu es du genre réactif, tu réponds rapidement. J'essaie de répondre au plus vite, oui. Au plus vite. Bon, c'est très bien. Ben écoute, on va mettre nous de notre côté tout ça en musique parce que ça vaut la peine. J'ai commencé à regarder un peu ce que tu faisais là-dessus de manière un peu précise et je trouve que c'est très bien. Donc, on a posé un certain nombre de questions et heureusement il en reste d'autres, mais je pense qu'il faut inviter les gens à aller découvrir cette formation, tout simplement parce qu'il est une formation de qualité. Donc, Moutassem, maintenant, ben, on arrive un peu au terme. On discute depuis, je sais pas, 35 ou 40 minutes. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'ils aillent voir ton blog qui s'appelle pratiquerlaméditation.com. Ils en sauront plus directement sur cette formation. Ceux qui nous font l'honneur et l'avantage de nous suivre, eh bien, vont lire un article que j'écrirai un de ces jours sur, non pas Moutassem, mais sur ce qu'il propose. Enfin, tu seras cité quand même. Super. Voilà. Et puis, comme tu fais des produits de qualité qui aident les gens, eh bien, ça nous fait, enfin, j'espère, un point commun. Parce qu'aider les gens, c'est très important. Et les aider de belle manière, c'est encore plus important. Voilà, Moutassem. Je te remercie beaucoup. Si tu veux ajouter un mot de conclusion, vas-y, feel free. Oui, bah, un grand merci à toi pour ton accueil, pour tes questions qui font réfléchir et c'est toujours sympa voilà, de creuser ce sujet qui est sympa et qui, je pense, peut apporter beaucoup aux gens. Donc, voilà, au plaisir de continuer à interagir avec toi. Si tes lecteurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sous la vidéo aussi, je viendrai régulièrement y répondre. Et, euh, et un grand merci encore une fois. À méditer. À méditer. Merci Moutassem. Un de ces jours et bonne chance pour cette formation qui en appelle beaucoup d'autres. Merci Merci bien. À beaucoup. bientôt. Merci. Salut. À Salut. bientôt. Au revoir.